Dans le petit village d'Auteroche, dans le Jura, les orages arrivaient toujours accompagnés de silence. C'était comme si le ciel accumulait sa colère en silence avant de tout déverser sur les maisons en bois, les champs vidés, les toits fragiles. Jean Martin, vétéran à la retraite de l'armée de terre française, connaissait bien ce rythme. Il vivait seul avec son malinois, Baron, dans une maison en bordure du village discrète, renforcée et suffisamment éloignée du centre pour que le vent y arrive en premier. Cette nuit-là, l'orage était différent. Le vent semblait furieux, et les coups de tonnerre s'abattaient comme des pas lourds. Jean, avec ses yeux entraînés et ses habitudes de préparation, ne dormait pas, écoutant les craquements venant de la forêt et l'aboiement occasionnel de Baron. Vers 2 heures du matin, le courant a sauté. Et immédiatement après, Baron a commencé à gémir. Mais ce n'était pas un gémissement ordinaire. Il était tendu, court et répété. Le chien a foncé vers la porte d'entrée, l'a poussé avec son museau et s'est élancé sur le sentier détrempé. Jean n'hésita pas. Il prit son imperméable, sa lampe de poche, une radio portable et suivit l'instinct de son chien. La boue happait ses bottes à chaque pas. Baron courait entre les branches et les pierres, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une maison partiellement effondrée sur elle-même. C'était la propriété de Madame Hélène Blanchard, une veuve de 82 ans, qui vivait seule depuis plus d'une décennie. Sa maison était construite sur de vieilles fondations en pierre et sous la force de l'orage, une partie de la structure avait cédé. Baron n'arrêtait pas de renifler les décombres. Il grattait la terre, tournait en rond, grognait. Jean éclaira l'endroit et vit la destruction. Un mur de bois était tombé sur la base de la maison, bloquant la sortie de la cuisine. Il s'approcha et entendit ce qu'il craignait, un faible gémissement. Avec précaution, il commença à retirer les débris les plus légers. Baron aidait instinctivement, tirant des morceaux avec ses dents, faisant de la place. Les minutes se transformèrent en heures. Et puis, au milieu des décombres, il vit une main. C'était la main d'Hélène. Elle tremblait. Elle était encore en vie. Jean appela les sapeurs-pompiers par radio, mais il savait qu'il mettrait du temps. La route était bloquée par des arbres tombés. Sans perdre une seconde, il improvisa un levier avec une barre de fer et fit glisser les planches les plus lourdes. Baron se posta à côté, vigilant, protégeant l'espace, comme s'il savait à quel point ce lieu était sacré. Avec un effort immense, Jean réussit à extraire Hélène faible, blessée, mais consciente. Il la couvrit de son imperméable, lui donna de l'eau et utilisa son propre corps comme bouclier jusqu'à l'arrivée des secours, plus de 40 minutes plus tard. Dans l'ambulance, elle ne dit qu'une seule phrase, en regardant Jean. « Sans vous, et sans lui, je serais morte là-dessous. » Les jours suivants, tout le village apprit ce qui s'était passé. Jean, toujours silencieux, refusa les interviews. Baron, en revanche, devint le héros local avec des photos à l'épicerie du village et un ruban à son collier. Il connaissait le chemin. Mais Jean connaissait la vérité. Ce n'était pas seulement de l'héroïsme. C'était de l'instinct et de la loyauté. Des choses qui ne s'apprennent pas, mais qui se construisent en silence, chaque jour, entre un homme qui avait déjà vu la guerre et un chien qui ne comprend que le langage de la vérité. Mais laissez-moi revenir au début. Car pour comprendre cette nuit-là, ce moment, vous devez comprendre l'homme et le chien qui étaient là. Vous devez comprendre les années qui les ont façonnés. Vous devez comprendre pourquoi cet orage était bien plus qu'un simple phénomène météorologique. Jean Martin avait 62 ans. Son visage était sillonné de rides qui racontaient des histoires sans mots. Ses mains étaient fortes, malgré l'âge, avec des callosités endurcies par des années de travail. Ses yeux bruns, profonds avaient cette expression spécifique des gens qui ont vu des choses dont ils ne parlent pas. Il avait servi dans l'armée de terre pendant 25 ans. Il avait commencé comme jeune recrue, plein d'idéalisme et d'envie de servir son pays. Au fil des ans, il avait gravi les échelons de simple soldat à sergent, puis lieutenant. Il avait participé à des missions de maintien de la paix en Bosnie, en Afghanistan, dans des endroits dont il ne pouvait prononcer le nom sans sentir un poids sur sa poitrine. Il avait été dans des endroits où la paix n'était qu'un mot sur du papier. Il avait vu des amis mourir. Thomas, qui lui avait sauvé la vie et perdu la sienne, Michel, qui avait sauté sur une mine 3 jours avant de rentrer chez lui, Paul, qui un matin ne s'était tout simplement pas réveillé après une attaque. Il avait vu les civils souffrir, des enfants sans parents, des mères sans enfants, des villages entiers détruits par des guerres qui n'étaient pas les leurs. Il avait vu le meilleur de l'humanité et des soldats partageant leur dernier repas avec des enfants affamés, des médecins travaillant 24 heures d'affilée, des gens risquant leur vie pour sauver des inconnus. Et il avait vu le pire, la cruauté qu'un être humain peut infliger à un autre.
Des choses qu'il ne pouvait effacer de sa mémoire, peu importe ses efforts. La dernière fois qu'il était en Afghanistan, quelque chose s'est produit qui l'a brisé. Son unité avait été envoyée dans un petit village pour protéger la communauté locale. Mais ils avaient reçu de mauvaises informations. Il y eut une embuscade. Une explosion. Quand la fumée s'est dissipée, Jean était au sol, sonné mais vivant. Autour de lui gisaient ses hommes. Certains vivants. D'autres non. Mais le pire fut ce qu'il vit ensuite. Les civils. Les familles. Ceux qu'il était censé protéger. Eux aussi étaient morts. Quelque chose en lui s'est brisé ce jour-là. Pas physiquement. Mentalement. Spirituellement. Il est rentré en France 3 mois plus tard, officiellement pour blessure. Mais la vraie blessure était invisible. Les médecins militaires lui donnèrent un diagnostic TSPT, trouble de stress post-traumatique. Ils lui donnèrent des médicaments qui le faisaient se sentir comme un zombie. Ils lui proposèrent une thérapie, mais Jean ne pouvait pas parler de ce qu'il avait vu. Les mots semblaient trop petits pour l'ampleur de la douleur. Lorsqu'il prit sa retraite il y a 10 ans, il retourna à Haute-Roche, le village où il était né, mais qu'il avait quitté à 18 ans, plein de rêves. Il y revint à 52 ans, brisé par ce que ses rêves avaient coûté. Il acheta une vieille maison en bordure du village, loin du centre, loin des gens. Non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce qu'il avait besoin d'espace. De silence. D'un endroit où il pouvait respirer sans que les souvenirs ne l'étouffent à chaque pas. Les premières années furent les plus difficiles. Il y avait des nuits où il se réveillait en hurlant, couvert de sueur, convaincu d'être toujours là-bas, en zone de guerre. Il y avait des jours où le son d'un tonnerre lointain le faisait se jeter à terre, cherchant à se mettre à l'abri. Il y avait des moments où il voyait les visages de ses camarades morts dans le miroir, dans les ombres, dans ses rêves. Il essaya de boire, pour oublier. Cela fonctionna un temps, mais ne fit qu'aggraver les choses. Il essaya les médicaments. Ils endormaient la douleur, mais ils endormaient aussi tout le reste, la joie, l'espoir, le désir de vivre. Finalement, il arrêta simplement d'essayer. Il vivait chaque jour mécaniquement. Se lever. Manger. Travailler au jardin. Lire. Dormir. Recommencer. Ce n'était pas vivre. C'était exister. Les villageois le voyaient bien. Cet homme est étrange, chuchotait-il. Quelque chose ne va pas chez lui. Certains essayèrent d'aider, ils l'invitaient à des fêtes, lui apportaient de la nourriture, lui offraient leur amitié. Mais Jean refusait poliment. Car comment leur expliquer? Comment dire à des gens qui n'avaient jamais quitté ce village paisible ce que c'était que de tenir un ami mourant dans ses bras? Ce que c'était que de ne pas pouvoir sauver ceux que l'on avait juré de protéger? Il ne le pouvait pas. Alors il n'essayait pas. Mais la solitude était aussi une mort. Une mort lente et silencieuse. Et Jean était fatigué de mourir. Pendant les 2 premières années, il vécut seul. Complètement seul. Les villageois essayèrent de l'inviter à des réunions, à des fêtes, au repas du dimanche. Mais Jean refusait toujours poliment. Merci, mais je préfère rester seul, disait-il avec un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les gens commencèrent à chuchoter. Et qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-il si bizarre? Peut-être qu'il a des problèmes. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose à la guerre? Jean ne répondait pas à ces questions. Parce que les réponses étaient trop compliquées. Trop douloureuses. Trop vraies. Un matin d'hiver, alors que Jean marchait dans les bois pour ramasser du bois, il entendit un aboiement. Pas l'aboiement d'un chien sauvage, mais un aboiement désespéré, terrifié. Il suivit le son et trouva un petit chiot, peut-être 3 mois, pris dans un vieux piège à renard. La patte du chien était en sang, mais pas cassée. Jean libéra prudemment le chiot. Le chien essaya immédiatement de fuir, mais il était trop faible. Jean enleva son écharpe, enveloppa le chien et le ramena chez lui. Il n'avait pas l'intention de le garder. Il prévoyait de soigner la blessure, de le nourrir, puis de trouver son propriétaire ou de le donner à un refuge. Mais quelque chose s'est passé cette nuit-là. Alors que le chiot dormait près de la cheminée, enveloppé dans une vieille couverture, Jean resta assis à le regarder. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose, non pas la solitude, mais une présence. Pas le vide, mais la vie. Le chiot se réveilla au milieu de la nuit. Il était effrayé, blessé,
dans un endroit inconnu. Il commença à gémir. Jean se pencha instinctivement, tendit la main. Le chiot renifla, hésita, puis lécha les doigts de Jean. Ce fut un geste simple. Mais il perça quelque chose en Jean, quelque chose qui était gelé depuis des années. Les larmes lui montèrent aux yeux la première fois depuis son retour de la guerre. Il pleura, et le chiot resta simplement là, sans juger, sans rien demander, juste en étant présent. « Tu restes avec moi » murmura Jean à travers ses larmes. « Et s'il te plaît, reste. » Le chiot remua faiblement la queue. Le lendemain, Jean alla chez le vétérinaire de la ville voisine. « C'est un malinois » dit le vétérinaire en examinant le chiot. « Une race de travail. Intelligente, loyale, qui a besoin de beaucoup d'activité et d'un but. Ils ont été élevés pour le travail militaire, policier, de recherche et de sauvetage. » « Militaire » répéta Jean doucement. Le mot résonna. « Alors il comprendra. » Le vétérinaire le regarda d'un air interrogateur. « Rien, dit Jean en secouant la tête. Et quel âge a-t-il ? Environ 3 mois. Quelqu'un l'a probablement abandonné. Les malinois sont exigeants. Les gens les achètent souvent sans comprendre l'engagement. Tant pis pour eux, dit Jean, en regardant le chiot qui le fixait de ses grands yeux marrons. Tant pis pour eux. Il l'appela Baron à un nom simple, fort, français. Comme ses camarades tombés au combat. Comme les hommes qu'il n'avait pas pu sauver. C'était un hommage. C'était une promesse. Cette fois, il protégerait quelqu'un. Cette fois, il n'échouerait pas. Au cours des mois suivants, Jean et Baron devinrent inséparables. Jean entraînait le chien chaque jour, mais il découvrit quelque chose d'inattendu, entraîner Baron le guérissait lui aussi. Chaque matin, il se levait à 6 heures. Jean mettait le collier à Baron, et il partait dans les bois. Pas une simple promenade. Un entraînement. Structuré, ciblé, comme à l'armée. Ils commencèrent par les bases. Assis. Reste. Au pied. Ordre après ordre, répété jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Baron apprenait vite. Le malinois était comme une éponge, absorbant chaque leçon. Mais c'était plus que de la simple obéissance. Jean commença à former Baron à la recherche et au sauvetage. Il utilisait de vieux vêtements, les cachait dans la forêt, apprenait à Baron à suivre une odeur. Au début, Baron était confus. Mais avec de la patience, de la répétition, il commença à comprendre. Cherche, l'ordre. Et Baron partait, le nez au sol, se déplaçant selon un schéma systématique, jusqu'à ce qu'il trouve l'objet caché. Chaque fois, Jean le félicitait, lui donnait une friandise, lui montrait que c'était du bon travail. Au fil des semaines, l'entraînement devint plus avancé. Jean commença à se cacher lui-même, testant si Baron pouvait le trouver. Et il le pouvait, toujours. Peu importe à quelle distance Jean allait, à quel point il se cachait bien, Baron le trouvait. Chaque fois, le chien accourait, aboyait, remuait la queue, comme pour dire « Je t'ai trouvé. Tu es en sécurité ». Ces moments étaient thérapeutiques pour Jean. Un jour, alors que Baron l'avait trouvé après une longue recherche, Jean réalisa quelque chose de profond. Pendant des années, il s'était senti perdu. Perdu dans ses souvenirs. Perdu dans sa culpabilité. Perdu dans une obscurité dont il ne savait comment s'échapper. Mais Baron le trouvait. Chaque jour. Peu importe à quel point Jean s'égarait dans sa tête, Baron le ramenait. Au présent. À la vie. À l'espoir. Lentement, les nuits devinrent plus faciles. Jean faisait toujours des cauchemars, mais quand il se réveillait, Baron était là. Parfois, le chien était déjà à côté du lit, comme s'il avait senti le mauvais rêve avant même que Jean ne se réveille. Jean posait la main sur la fourrure chaude, sentait la respiration, et se concentrait là-dessus. Le réel. Le présent. La vie. Les journées devinrent plus structurées. Jean avait une raison de se lever, Baron avait besoin d'être nourri, exercé, de recevoir de l'attention. Il avait un but, l'entraînement, perfectionner les compétences de Baron. Il avait de la compagnie, non jugeante, non exigeante, simplement présente. Les villageois commencèrent à remarquer le changement. Jean n'était plus totalement isolé. Il s'arrêtait parfois à l'épicerie, échangeait quelques mots. Il allait parfois au marché hebdomadaire. Toujours avec Baron à ses côtés.
Le chien l'a changé, chuchotait Madame Sophie, la gérante de l'épicerie. Oui, il est plus humain. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que Baron l'avait changé. Ou peut-être lui avait-il simplement donné une raison de se reconnecter au monde. Une raison de croire que la vie valait encore la peine d'être vécue. Qu'il n'y avait pas que des échecs en mission. Que parfois, on pouvait sauver quelqu'un. Même si ce quelqu'un n'était qu'un petit chiot trouvé dans un piège. Au fil des ans, Jean et Baron développèrent une connexion presque télépathique. Ce n'était pas seulement le lien entre un maître et son animal. C'était un partenariat. Une compréhension mutuelle forgée par des milliers d'heures passées ensemble. J'en n'avais pas besoin de parler fort. Parfois, un geste suffisait. Parfois, un simple regard. Baron comprenait. Pas d'une manière explicable par des mots, mais d'une manière plus profonde, celle qui vient du fait de vivre ensemble, de se faire confiance, d'être une famille. Il y avait eu d'innombrables petits moments qui avaient construit ce lien. Comme cette fois où Jean passait une journée particulièrement sombre, l'anniversaire de la mort de Thomas, et ne pouvait pas sortir du lit. Baron n'a pas mangé ce jour-là. Il est juste resté couché à côté de Jean, sa présence chaleureuse disant « Tu n'es pas seul ». Ou cette fois où un orage violent a éclaté, et Jean s'est instinctivement réfugié dans la cave, son corps se souvenant des bombardements, même si son esprit savait qu'il était en sécurité. Baron est venu avec lui, s'asseyant dans le noir, sans s'enfuir, juste en restant là, jusqu'à ce que Jean soit prêt à remonter. Ou les centaines de jours ordinaires, où l'entraînement et les promenades, les repas et les caresses, la simple routine de la vie commune crée une force qui ne se mesure pas, mais se ressent. Et si vous avez déjà eu un lien avec quelqu'un, humain ou animal, qui transcendait les mots, vous savez à quel point c'est puissant. Parce que parfois, les choses les plus importantes de la vie ne sont pas dites. Elles sont ressenties. Et parfois, les liens les plus forts ne se forgent pas dans les grands moments, mais dans les instants tranquilles du quotidien. Hélène Blanchard avait vécu à Haute-Roche toute sa vie. Elle était née dans ce village en 1941, pendant l'occupation allemande. Ses parents avaient caché une famille juive dans leur cave pendant toute la guerre. Après la guerre, elle avait épousé Étienne, le menuisier local. Ils avaient eu une fille, Marthe, qui avait déménagé à Paris dans les années 80 et n'était jamais revenue. Étienne était mort il y a 15 ans. Marthe venait lui rendre visite une fois par an, tout au plus. Et Hélène était restée seule dans la vieille maison construite par son mari, une maison de bois et de pierre, avec un poêle à bois et un puits dans la cour. Les villageois s'inquiétaient. Madame Hélène devrait aller en maison de retraite, disait-il. Elle est trop vieille pour vivre seule. Mais Hélène était têtue. Je mourrai dans cette maison, disait-elle. C'est le seul endroit que je connaisse. Le seul endroit où je me sente chez moi. Jean la voyait parfois lors de ses promenades avec Baron. Elle lui adressait toujours un signe de tête poli. Il lui rendait son salut. Ils ne parlaient pas beaucoup, ils étaient tous deux des gens de peu de mots. Mais il y avait entre eux un respect mutuel silencieux. Le respect de deux personnes qui connaissaient la solitude. Qui connaissaient la perte. Un après-midi d'été, un an avant l'orage, Jean passait devant la maison d'Hélène et la remarqua qui peinait à porter un lourd sac de pommes de terre. Il s'arrêta. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il. Elle le regarda, surprise. Les gens offraient rarement leur aide sans qu'on le leur demande. « Et si ça ne vous dérange pas ?» répondit-elle. Jean prit le sac et le porta à l'intérieur de sa maison. Baron le suivit, reniflant avec curiosité. À l'intérieur, la maison était propre mais ancienne, tout y parlait des décennies passées. « Merci, dit Hélène, en lui versant un verre d'eau d'une carafe. Les gens du village sont occupés avec leurs propres affaires. Plus personne n'a de temps pour une vieille femme. » Je comprends, répondit simplement Jean. Elle s'assit en face de lui. Vous aussi, vous êtes seul, n'est-ce pas? Je vous vois vous promener avec votre chien. Toujours seul. Jean hocha la tête. C'est un choix. Moi aussi, sourit-elle tristement. Non pas parce que je le veux. Mais parce qu'il n'y a pas d'alternative. Quelque chose dans ces paroles frappa Jean. Peut-être parce qu'elles étaient si vraies. Si dénuées de prétention. À partir de ce jour, Jean prit des nouvelles d'Hélène de temps en temps. Pas de manière intrusive. Pas tous les jours. Mais une fois par semaine ou deux, il passait par là, s'assurait qu'elle allait bien, l'aidait parfois à porter des choses lourdes. Hélène remerciait toujours, mais ne demandait jamais rien. Elle était fière, à sa manière tranquille.
Cette nuit-là, quand l'orage arriva, Jean pensa à Hélène. Sa maison était vieille. Les fondations étaient faibles. Si le vent était assez fort. Mais avant qu'il ne puisse agir, Baron savait déjà. Comme si le chien comprenait quelque chose que Jean n'avait pas encore réalisé. Comme si l'instinct de l'animal était plus rapide que la logique de l'homme. C'est pourquoi, lorsque Baron s'élança dans la tempête, Jean n'hésita pas. Il lui fit confiance. Parce qu'après toutes ces années ensemble, il avait appris une chose, Baron ne se trompait pas. Jamais. Le chemin vers la maison d'Hélène fut difficile. Le vent était si fort que Jean devait se pencher pour ne pas être renversé. La pluie était comme des aiguilles de glace sur son visage. Des branches volaient dans l'air comme des projectiles. Mais Jean continua d'avancer, guidé uniquement par la tache rouge du gilet réfléchissant de Baron devant lui. Quand ils arrivèrent à la maison d'Hélène, la scène était pire qu'il ne l'avait craint. Une partie du toit s'était effondrée. Le mur latéral était incliné à un angle dangereux. Et l'arrière de la maison où se trouvait la cuisine était complètement enseveli sous les décombres. Baron n'attendit pas d'ordre. Il se précipita vers les débris, commença à renifler frénétiquement, à gratter le sol. Son aboiement était aigu, urgent. Jean s'approcha. Baron, cherche, l'ordre qu'ils avaient pratiqué des centaines de fois. L'ordre qui signifiait, trouve une personne, trouve la vie. Baron travailla comme une machine. Le nez au sol, se déplaçant selon un schéma systématique. Et puis il s'arrêta. Il commença à gratter à un endroit précis, en grognant, regardant Jean avec une intensité qui disait, « Ici. La vie est ici. » Jean tomba à genoux, ignorant la douleur dans ses vieux os. Il commença à dégager de petits morceaux de bois, des pierres, des briques. Ses mains saignaient, mais il ne le remarqua pas concentré sur une seule chose, atteindre la vie sous les décombres. Et puis il l'entendit. Une voix faible. À peine audible par-dessus le vent et la pluie. « Au secours !» Son cœur bondit. « Madame Hélène. Je vous entends. Tenez bon. J'arrive. » Il travailla plus vite maintenant, l'adrénaline lui donnant de la force. Baron aidait, tirant les plus petits morceaux avec ses dents, les jetant sur le côté. Le chien comprenait la gravité de la situation. Il comprenait que le temps était compté. Jean essaya d'appeler les secours par radio. Mais le signal était faible, haché par la tempête. Ici Jean Martin, à la sortie d'Haute-Roche. J'ai une urgence. Une femme âgée ensevelie sous sa maison effondrée. J'ai besoin d'aide immédiate. Des grésillements. Du silence. Puis une voix faible. Reçu, route principale, bloquée, 1 heure, peut-être plus. 1 heure. Hélène n'avait peut-être pas 1 heure. Dans ce froid, sous les décombres, affaiblie, probablement en état de choc. Chaque minute comptait. Compris, répondit Jean, de sa voix calme de militaire. Je fais ce que je peux de mon côté. Il reposa la radio. Il regarda les décombres. L'ampleur de la tâche. Baron, qui le fixait avec une confiance absolue. Dans sa tête, une voix qu'il ne connaissait que trop bien, celle qui le hantait depuis des années, murmura, « Tu n'y arriveras pas. Tu es trop vieux. Trop faible. Tu vas échouer. Comme tu as toujours échoué. » Mais ensuite, une autre voix. Plus calme. Plus forte. La voix qui ressemblait à celle de son ancien commandant, l'homme qui était mort en sauvant les autres. Ne pense pas, agis. Une étape à la fois. Une respiration à la fois. Tu peux faire la prochaine chose. Et la suivante. Et la suivante. J'en pris une profonde inspiration. L'air froid lui brûla les poumons. Il se concentra. Pas sur la tâche entière. Juste sur la prochaine étape. Il regarda autour de lui, cherchant des outils. Un vieux tube métallique gisait à proximité, vestige d'une clôture détruite. Parfait comme levier. Il trouva une planche plus grande, la glissa sous un morceau lourd du toit. Il utilisa le tube comme levier. Baron, derrière, l'ordre qu'ils avaient pratiqué des centaines de fois. L'ordre qui signifiait, va derrière moi, surveille, protège mes arrières. Le chien obéit instantanément, se positionnant stratégiquement, ses yeux scannant, alerte au moindre mouvement des débris. Jean appuya de tout son poids sur le levier. Ses muscles hurlèrent.
Sa vieille blessure au dos, souvenir de l'explosion en Afghanistan, lança comme une plaie fraîche. Mais il ignora la douleur. Il était doué pour ignorer la douleur. Il s'y était entraîné pendant des années. La planche commença à se soulever. 1 millimètre. 1 centimètre. Un autre centimètre. La sueur se mêlait à la pluie sur son visage. Sa respiration était lourde, saccadée. Son cœur battait comme un marteau. Encore un peu, marmonnait-il pour lui-même, un mantra qu'il utilisait en mission quand les choses semblaient impossibles. Encore un souffle. Encore un effort. Encore un. Et soudain, le gros morceau de bois bougea, glissa, ouvrant un petit espace. À la lumière de sa lampe torche, vacillante dans sa main tremblante, il la vit, Hélène, recroquevillée, ensanglantée, mais les yeux ouverts. « Madame Hélène » cria-t-il, la voix brisée non par l'effort physique, mais par le soulagement. Elle était vivante. Il l'avait trouvée. Cette fois, il n'avait pas échoué. « Jean ?» Sa voix était faible, un murmure. « Ne bougez pas. Je vais vous sortir de là. Je vous le promets. Je ne vous abandonne pas. » C'était une promesse. Une promesse sacrée. Pas comme les promesses qu'il n'avait pas pu tenir à ses soldats. Cette fois, ce serait différent. Il travailla plus prudemment maintenant, chaque mouvement calculé. L'entraînement militaire refit surface, évaluation structurelle, identification des points de charge, savoir où pousser, où retenir. Baron était aux aguets, ses sens affûtés. À 2 reprises, le chien grogna un avertissement sec que quelque chose bougeait, que les débris étaient instables. Et les 2 fois, Jean s'arrêta net, attendit, évalua, avant de continuer. Il faisait plus confiance à l'instinct du chien qu'à ses propres sens. Car Baron pouvait sentir des choses qu'un humain ne pouvait pas, des vibrations, des sons, des changements dans l'air. C'est pour cela que les chiens étaient utilisés en recherche et sauvetage. Non pas parce qu'ils étaient plus forts que les humains, mais parce qu'ils sentaient plus, comprenaient plus. Et à cet instant, Baron n'était pas seulement le compagnon de Jean. C'était son collègue. Son partenaire dans une opération de vie ou de mort, aussi réelle que n'importe quelle mission que Jean avait jamais menée sous l'uniforme. Une demi-heure passa. Peut-être plus. Le temps n'avait plus de sens. Il n'y avait que la tâche. Que le prochain débris. Que le prochain souffle. Finalement, il créa une ouverture suffisante. Hélène était partiellement libre, mais sa jambe était coincée sous une poutre massive. Jean essaya de la soulever, mais elle était trop lourde. Trop grosse pour un seul homme. Pendant un instant, le désespoir menaça de l'envahir. Il était allé si loin. Il était si près. Mais il ne pouvait pas. Non. Pas cette fois. Pas encore. Il regarda autour de lui, désespéré. Il avait besoin d'un plus grand levier. De quelque chose de plus solide. Et puis il le vit. La vieille tonnelle improvisée d'Hélène, un tuyau métallique, épais, robuste. Il courut vers elle, ignorant les protestations de son corps, et arracha le tuyau du sol. Il le ramena, le positionna stratégiquement. Baron, attention, un avertissement pour que le chien s'écarte, se mette en sécurité. Jean mit toute sa force, toute sa volonté, toutes ses années d'entraînement et de survie dans un dernier effort. Sa vue commença à se brouiller. Ses poumons brûlaient. Ses muscles criaient à la pitié. Mais la poutre bougea. Juste un peu. Mais suffisamment. Maintenant, cria-t-il à Hélène. Sortez votre jambe. Maintenant. Par miracle, elle trouva la force. Elle tira sa jambe. Et Jean lâcha le levier, sans se soucier du bruit sourd qu'il fit en tombant à côté de lui. Avec une douceur extraordinaire pour des mains si grandes et rudes, Jean tira Hélène hors des décombres. Elle était légère, trop légère dans ses bras. Comme ces enfants qu'il avait portés hors des zones de guerre, leur corps frêle à cause de la faim et de la peur. Mais pas comme eux. Pas cette fois. Cette fois, il sauvait. Cette fois, il avait réussi. Il la porta jusqu'à la partie moins détruite de la cour, sous un grand chêne ancien qui offrait un semblant d'abri contre la rage de la tempête. Il retira son imperméable, son ultime protection contre le froid, et la couvrit. Puis il utilisa son corps comme bouclier contre le vent, tout comme il avait utilisé son corps pour protéger ses camarades sous le feu. Baron se blottit de l'autre côté d'Hélène,
son corps chaud offrant une protection supplémentaire. 3 êtres, blottis ensemble dans la tempête, dans l'obscurité, attendant les secours. Mais pas impuissants. Avec dignité. Avec espoir. Avec la vie qui tenait bon. Froid. Murmura Hélène, son corps tremblant. Je sais, répondit Jean calmement, sa voix militaire apportant le calme dans le chaos. Mais les secours arrivent. Restez avec moi. Racontez-moi quelque chose. N'importe quoi. Continuez à parler. C'était une tactique standard, garder la victime consciente, en train de parler, concentrée sur autre chose que la douleur. Mes enfants? Commença-t-elle. Et parlez-moi d'eux. Et pendant les 45 minutes suivantes, alors qu'ils attendaient sous la pluie et le vent, Hélène raconta. D'Étienne, son mari, qui avait construit cette maison de ses propres mains. De Marthe, sa fille, qui avait déménagé à Paris mais n'avait jamais oublié ses racines. D'une longue vie, remplie de joie et de peine, de triomphes et de pertes, d'un amour qui avait survécu à tout. Jean écoutait, posait des questions, la gardait au chaud. Et quand sa voix faiblissait, il parlait aussi. Pour la première fois depuis des années, il parlait de sa vie. Pas de la guerre. Pas du traumatisme. Mais de Baron. De la façon dont un petit chiot l'avait sauvé, tout comme il sauvait Hélène maintenant. Vous voyez, dit-il doucement en caressant la tête de Baron, je pensais que ma vie était finie. Que mes meilleures années étaient derrière moi. Mais il est arrivé. Et il m'a montré que la vie n'est pas finie tant que vous ne décidez pas qu'elle l'est. Hélène regarda le chien, dont la fourrure était trempée mais dont les yeux étaient vigilants, veillant sur elle. Il vous aime, dit-elle. Oui, acquiesça Jean. Et je l'aime. Parfois, la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. De loyauté. D'être là quand ça compte. Et à cet instant, sous un ciel d'orage, dans le froid et l'obscurité, ils étaient une famille. 3 êtres qui s'étaient choisis. Qui avaient refusé d'abandonner. Qui s'accrochaient à la vie même quand tout leur disait de lâcher prise. Quand les sauveteurs arrivèrent enfin, l'un d'eux, un jeune homme, peut-être 25 ans, courut vers Jean. « Et c'est vous qui l'avez sorti? Seul ?» Jean hocha la tête. Avec l'aide du chien. Le secouriste regarda les décombres, l'ampleur de l'effondrement, puis Jean à nouveau. « C'est incroyable. Elle a eu de la chance que vous soyez là. » Pas de la chance, répondit doucement Jean. Le baron savait. Ils chargèrent Hélène dans l'ambulance. Avant que les portes ne se ferment, ses yeux rencontrèrent ceux de Jean. Merci, dit-elle, sa voix à peine audible. Sans vous, et sans lui, je serais morte. Jean se contenta de hocher la tête. Les mots étaient inutiles. Alors que l'ambulance s'éloignait, Jean resta sous la pluie, Baron à ses côtés. L'orage commençait à se calmer, comme si, maintenant que sa tâche était accomplie, il pouvait se reposer. Il regarda le chien. Baron lui rendit son regard, ses yeux sages et compréhensifs. « Au bon travail, dit Jean, grattant le chien derrière les oreilles. Tu lui as sauvé la vie. » Baron remua la queue. Non par fierté. Juste par la simple joie qui vient du fait de faire ce pour quoi on est fait. Protéger. Sauver. Servir. Ils rentrèrent chez eux ensemble, en silence, trempés et fatigués, mais avec quelque chose d'intangible entre eux. Quelque chose de plus profond que le simple lien entre un maître et son chien. C'était un partenariat. C'était une compréhension. C'était une famille. La nouvelle se répandit rapidement dans le petit village. Le lendemain à midi, tout le monde savait ce qui s'était passé. Jean Martin, le vétéran silencieux qui restait à l'écart, avait sauvé Hélène Blanchard lors du pire orage depuis des décennies. Et son chien, Baron, était celui qui l'avait trouvé. Les gens commencèrent à venir chez Jean. Il apportait des gâteaux, des fleurs, des invitations. Tout le monde voulait le remercier, rencontrer le héros et son chien héroïque. Jean était dépassé. Il n'était pas habitué à l'attention. Il n'aimait pas être sous les feux des projecteurs. Mais il fut poli, accepta les remerciements, laissa les gens caresser Baron. Le maire du village, Monsieur Fournier, vint en personne. Monsieur Martin, dit-il solennellement, le village d'Auteroche souhaite vous exprimer sa gratitude. Nous organisons une petite cérémonie. Une médaille pour vous. Et un collier spécial pour Baron.
Ce n'est pas nécessaire, protesta Jean. Peut-être pas, sourit le maire. Mais nous voulons le faire. S'il vous plaît, laissez-nous vous montrer notre reconnaissance. Jean finit par accepter, principalement parce qu'il savait qu'un refus serait insultant. La cérémonie eut lieu une semaine plus tard sur la place principale du village. Tout le village s'était rassemblé. Les enfants brandissaient des banderoles. Le journal local avait envoyé un photographe. Jean se tenait sur une petite estrade, mal à l'aise dans ses vêtements propres, pendant que le maire faisait un discours sur le courage, le dévouement et l'héroïsme. Puis il passa une médaille autour du cou de Jean, une simple médaille gravée, pour le courage et la compassion. Baron reçut un collier rouge spécial avec une plaque, il connaissait le chemin, les mots qui étaient devenus célèbres dans le village. Mais le meilleur moment fut quand Hélène fut amenée sur la place, en fauteuil roulant, le bras dans le plâtre, mais les yeux brillants. Quand elle vit Jean, elle fondit en larmes. Elle s'approcha de lui, ou plutôt sa fille Marthe, qui était enfin venue de Paris, poussa le fauteuil. Jean, dit Hélène à travers ses larmes. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Jean s'agenouilla à côté du fauteuil roulant. Ce n'est pas la peine. Remettez-vous vite. Mais je le dois. Je serais morte là-dessous. Je le sais. J'étais prête. Je priais pour que ce soit rapide. Et puis j'ai entendu votre voix. Et j'ai su que tout irait bien. Elle regarda Baron, qui était assis calmement à côté de Jean. Ce chien magnifique. Il m'a sauvé. Elle tendit la main. Baron s'approcha, posa sa tête sur ses genoux. Hélène le caressa en pleurant. Ce ne furent pas les mots qui rendirent ce moment puissant. Ce fut la simple vérité, deux vies qui s'étaient croisées au moment le plus difficile, et une vie qui avait été sauvée. Si vous vous êtes déjà demandé si vos actions comptaient, si un seul homme pouvait faire la différence, pensez à cette histoire. Car parfois, l'héroïsme ne réside pas dans les grands gestes. Il réside dans les petites décisions, sortir dans l'orage, faire confiance à l'instinct d'un chien, ne pas abandonner quand tout semble impossible. Et parfois, la vie que vous sauvez change non seulement cette personne, mais toute une communauté. Après la cérémonie, la vie reprit lentement son cours. Hélène passa 2 mois en rééducation. Sa fille Marthe, secouée d'avoir failli perdre sa mère, décida de revenir s'installer à Haute-Roche. Elle vendit son appartement à Paris, emménagea dans la vieille maison et commença à la rénover. Maman a raison, dit Marthe à Jean un jour, alors qu'il passait voir les progrès. Cette maison est un foyer. Et elle ne devrait pas être ici seule. Jean hocha la tête, satisfait. Il y avait quelque chose d'agréable à savoir qu'Hélène ne serait plus seule. La maison de Jean changea aussi. Pas physiquement, mais dans son atmosphère. Les gens du village s'arrêtaient maintenant régulièrement. Pas de manière intrusive, mais amicale. Monsieur Dubois, le menuisier local, apporta une nouvelle niche pour Baron. Madame Boulanger avait toujours un petit pain en plus pour le chien. Les enfants du village demandaient s'ils pouvaient aider à entraîner Baron. Jean découvrit quelque chose d'inattendu. Être un héros, ce n'était pas une question de récompense ou de reconnaissance. C'était une question de connexion. D'appartenance à une communauté. De gens qui ne vous voient plus comme l'original en marge, mais comme l'un des leurs. Et peut-être que c'était ce dont il avait eu besoin depuis le début. Ne pas être seul par choix, mais faire partie de quelque chose de plus grand. Baron, bien sûr, prit tout cela avec philosophie. Pour lui, rien n'avait changé. Il était toujours le même chien loyal, vigilant et aimant. Peut-être avait-il plus d'enfants avec qui jouer. Peut-être plus de gens qui s'arrêtaient pour le caresser. Mais son véritable univers restait Jean. Son humain. Sa famille. Un après-midi d'automne, 6 mois après l'orage, Jean et Baron se promenaient dans la forêt. Les feuilles étaient dorées et rouges, crissant sous leurs pas. L'air était vif, pur. Ils s'arrêtèrent dans une clairière où le soleil perçait à travers les arbres. Jean s'assit sur une souche, Baron à côté de lui. Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence, écoutant la forêt, regardant la vie autour d'eux. « Mais tu sais, Baron, dit finalement Jean en caressant la tête du chien. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était finie. Que mes meilleures années étaient derrière moi. Qu'il ne restait plus qu'à attendre. » Baron le regarda, la tête penchée, à l'écoute. « Mais ensuite, tu es arrivé. Et tu m'as montré que la vie n'est pas finie tant que tu ne décides pas qu'elle l'est. Que le but n'est pas quelque chose que l'on perd avec l'âge.
C'est quelque chose que l'on choisit chaque jour. Il regarda le village en contrebas, la fumée s'élevant des cheminées, les gens vaquant à leurs occupations. Et cette nuit-là, pendant l'orage, j'étais prêt à penser que j'étais trop vieux, trop faible. Mais toi, tu savais que ce n'était pas vrai. Tu savais que nous devions y aller. Que nous devions agir. Et tu avais raison. Baron lécha la main de Jean. Un geste simple, mais plein d'amour. Alors merci, murmura Jean. De m'avoir montré que je peux encore faire la différence. Que je suis encore utile. Que je suis encore en vie. Ils restèrent assis là alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et roses. Un homme et un chien. Un vétéran et un malinois. Des amis. Une famille. Des héros. Et dans ce silence, dans cette paix, il y avait une vérité qui ne peut être dite avec des mots. La vérité que, parfois, les relations les plus significatives de la vie ne sont pas avec les gens qui disent les plus belles paroles, mais avec ceux qui sont là quand ça compte. Qui vous voit quand vous vous sentez invisible. Qui vous trouve quand vous êtes perdu. Et parfois, l'héroïsme, ce n'est pas porter une cape ou une médaille. C'est se lever quand tous les autres restent assis. C'est courir dans la tempête quand les autres s'abritent. C'est faire confiance à son instinct, même quand la logique dit le contraire. Jean Martin et Baron ne cherchaient pas à être des héros. Ils n'avaient pas prévu de sauver une vie cette nuit-là. Mais quand le moment est venu, ils étaient prêts. Non pas parce qu'ils étaient extraordinaires. Mais parce que, au fil des années de silence, d'entraînement, de routine quotidienne, ils avaient construit quelque chose de rare, une confiance absolue. Une compréhension absolue. Et c'est la leçon que nous pouvons tous en tirer. Que la grandeur ne tient pas à des moments uniques. Elle tient aux milliers de petits moments qui y mènent. C'est le fait d'être présent. D'être loyal. D'être là. Je m'appelle Jean Martin. Je suis un vétéran qui pensait que sa vie d'héroïsme était terminée. Mais un orage et un chien m'ont montré qu'il n'est jamais trop tard pour compter. C'est mon histoire. C'est l'histoire de Baron. Et c'est l'histoire de ce qui arrive quand la confiance, l'entraînement et l'amour se rencontrent au moment où cela compte le plus. Parfois, les héros ne portent pas l'uniforme. Parfois, ils ont 4 pattes et une truffe humide. Parfois, l'héroïsme, c'est écouter quand les autres ignorent. C'est agir quand les autres hésitent. C'est y croire quand tout le monde doute. C'est l'histoire d'un orage qui a révélé non seulement des décombres et de la destruction, mais quelque chose de magnifique, le courage humain, l'instinct animal, et la force d'un lien qui transcende les mots. Je m'appelle Jean Martin. Voici Baron. Et voici la vérité sur les héros, ils ne naissent pas. Ils se construisent. Un jour à la fois. Un choix à la fois. Un acte de courage à la fois. Et cette nuit d'orage, dans le petit village d'Auteroche, cette vérité a été prouvée une fois de plus.